It brings a tear into my eyes when I begin to realize. Dans un instant, vous allez écouter la comédienne Ariane Ascaride lors d'une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du Marathon des mots, dimanche 4 juillet 2021. Elle y présentait Bonjour pas, lettre au fantôme de mon père, paru aux éditions du Seuil. My tears, I sit and cry just like a child. Pom 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 pom. Le clair de pom 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 pom. On peut vous le chanter si vous voulez, à deux. Ouais, ce clair de lune de Debussy qui t'émeut, il en émeut plus d'un. Hein, et je trouve qu'un matin, je me suis réveillé en sanglots réellement d'un rêve qui était sur la musique de Debussy. C'est-à-dire qu'en fait, France Musique, à mon réveil, passait le clair de lune et je sanglotais dans mon rêve, dont je suis progressivement sorti. Et je trouve que ces lettres au fantôme de mon père sont un peu prises pour moi dans ce souvenir. Il y a un peu cette même, ce même côté un peu à la fois réel et cotonneux oui, c'est tout à fait ça. que tu instruis comme l'atmosphère dans laquelle tu as probablement écrit et dans laquelle tu mets ton lecteur. Donc peut-être tu vas nous dire d'abord de quoi viennent ces lettres. Alors, Les conditions, on les connaît, mais de quoi elles viennent? Alors, en fait, c'était très violent puisque le confinement arrive. Moi, j'étais encore en tournée avec attention à votre téléphone, c'est embêtant. Donc, on arrête de jouer et je devais juste après reprendre un spectacle avec Simon Abkarian et pouf, le spectacle se fait plus. Et je venais d'être très malade, j'ai fait une pneumonie. Et donc, le confinement arrive et mon toubib me dit « il faut absolument pas que tu sortes, il faut absolument pas que tu sortes ». Donc, j'étais terrifiée. Et là-dessus, Augustin Trapenard m'appelle. Il avait décidé pendant le confinement de faire des lettres d'intérieur. Il demandait à des gens d'écrire des lettres. Et il me demande d'écrire une lettre. Donc, je dis oui. Et je ne savais pas du tout ce que je pouvais écrire comme lettre. Et en fait, je vais faire les courses. Et j'étais morte de peur quand j'allais faire les courses. C'était au tout début du confinement. Je vais faire les courses et chez moi, pour aller faire les courses, je passe devant un terrain de foot. Et là, sur le terrain de foot, il faisait très beau, car ce confinement, il a toujours fait beau à Paris, c'était horrible. Il y avait un gamin qui devait avoir 17-18 ans, qui était dans la force de l'âge, qui avait un sourire extraordinaire, qui rigolait avec un autre copain, il se tapait dans les mains et tout, alors que moi, j'avais des gants en plastique, des lunettes, un masque de fortune, un bonnet. Et je me suis sentie tellement ridicule. Mais en même temps, j'assumais ma ridiculité parce que j'avais peur, je le dis sincèrement. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai écrit ça. Et en même temps, en me disant, c'est emmerdant, si jamais il rentre chez lui, qu'il y a son grand-père, sa grand-mère, son père ou je sais pas quoi, il peut refiler le virus. J'habite en face d'une cité à Montreuil, donc je sais exactement comment sont ces appartements parce que j'avais une amie qui habitait dedans. Donc, je me disais, voilà, je pensais à tout ça. Je me disais qu'on était une société pourrie, qu'on faisait vivre ça à des gamins. Enfin, voilà. Bon, donc, du coup, j'ai écrit cette lettre en demandant pardon à ce jeune homme. Et en fait, quand j'ai écrit la lettre, ça m'a extrêmement soulagée pendant toute la journée. Je respirais, quoi. Je me suis dit, il faut que... Tiens, je vais écrire des lettres.
Mais que faire? Je n'allais pas écrire des lettres à mes amis qui vivaient exactement la même chose que moi, qui étaient enfermés comme moi. Je me suis dit, je vais écrire des lettres à mon père. Il ne pourra pas répondre, ça sera vraiment bien. Et je vais lui raconter ce que je vis. D'abord parce que c'est vrai que lui-même était un conteur. Et là, j'étais sûre que dans l'éternité, il avait le temps de lire. Enfin, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu comme ça, là, je sais pas. Je suis un peu bizarre. Et voilà. Et j'ai décidé d'écrire une lettre sur 2. Mais j'écrivais ces lettres. J'ai passé beaucoup de temps dans mon lit pendant le confinement. Je pense que ça me rassurait. J'étais pas malade du tout. Je traînais, je faisais des tas de trucs, mais dans mon lit. Et donc, j'ai écrit ces lettres sur mon portable, mon téléphone portable. Et c'était vraiment une conversation entre lui et moi. Enfin, une conversation, c'est pas vraiment une conversation, c'était une adresse vraiment de ma part à mon père. Il était hors de question que d'autres gens les voient. Même mon mari, je lui ai jamais montré. Et un jour, mon téléphone sonne et c'est les gens du Seuil qui avaient entendu ma lettre chez Augustin Trapenard qui m'ont demandé si je voulais pas développer la lettre que j'avais fait chez Augustin. J'ai dit non, c'est un geste comme ça. Et c'est vrai que ce truc, pour Augustin, je l'avais écrit en un quart d'heure. Mais je l'avais écrit, vous voyez, j'avais posé mes courses et je l'avais écrit comme ça, quoi. Et ils m'ont dit, est-ce que vous écrivez autre chose? Et en rigolant, j'ai dit, j'écris des lettres à mon père. Bon, la fille, elle s'est dit, oui, d'accord, c'est sympa, mais on s'en fout. Et j'ai ajouté, qui est mort depuis 20 ans. Et là, elle m'a dit, comment? J'ai dit, oui, j'écris des lettres à mon père qui est mort. Et elle m'a demandé si je voulais bien lui en envoyer 2, 3. Et comme elle était très sympathique, et elle est très sympathique d'ailleurs, je lui ai dit, si vous voulez, mais c'était dans un temps tellement étrange où, comme moi, je ne voyais absolument pas comment on pouvait bouger de ça. Je ne voyais pas vraiment comment ça allait se terminer, ni rien du tout. C'était à la fin du premier mois, je crois, du confinement. Je me disais, des fois, on va rester 20 ans enfermé, je vais mourir dans ma maison, enfin bon, voilà. Et je lui ai envoyé 2, 3 lettres. Et puis, une semaine plus tard, elle m'a dit, écoutez, je les ai fait lire à toute la maison, tout le monde adore, vous en avez d'autres? J'ai dit oui. Elle m'a dit, nous, si vous voulez bien, on voudrait les publier. Là, j'ai explosé de rire en lui disant, c'est très gentil, mais enfin bon, voilà. Mais elle m'a dit non, non, non. J'ai dit, écoutez, moi j'écris un jour sur 2, voilà, vous verrez bien. J'ai dit, j'écris jusqu'à ce que je sorte. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et en oubliant, volontairement, je le dis, volontairement en oubliant le Seuil. Vraiment, je ne voulais pas que ça interfère, tu vois. Vraiment, je voulais pas. Et puis, on a eu le droit de sortir. Et puis, elle est arrivée avec son vélo dans mon jardin, parce qu'au début, je faisais rentrer personne dans la maison. Et comme il faisait très beau, on a travaillé dans le jardin. Et puis surtout, un jour, mon agent m'a appelé en me disant « Ariane, j'ai ton contrat ». Et là, je me suis dit que ça pouvait être vrai. Et voilà, mais c'est en dehors de moi que tout ça s'est fait. Alors, on va entendre une première. Voilà, je vais vous dire. Peut-être qu'il y en a qui étaient là hier. Pour le goût de la voix. Je suis désolée, on s'y recolle. Je vous lis la première lettre. Papa, je t'écris. Je ne dois pas l'avoir fait depuis au moins 30 ans. Cette nuit, j'ai rêvé que je voulais revenir dans votre maison vide. Je me rendais compte que je n'avais plus les clés de la porte d'entrée. J'essayais de téléphoner à Rosa, mais je n'arrivais pas à composer son numéro. Tout cela au milieu d'une grande place où circulait une foule que j'essayais d'éviter. Tu vois où j'en suis. Par moments, l'angoisse me submerge et je dois faire un effort pour me dire que je ne vais pas mourir étouffée dans les heures prochaines. Je guette le moindre de mes souffles. Je suis accrochée à mon thermomètre. Figure-toi que j'ai eu une infection pulmonaire il y a 2 mois. Du coup, tout le monde me dit de faire attention et ça ajoute à mon stress. Papa, tu as bien fait de partir marcher sur les étoiles depuis longtemps. Si tu revenais, tu serais abasourdi par ce monde froid, lisse, si formaté, où les échanges se sont réduits comme peau de chagrin. Si je croyais en qui que ce soit,
Je me dirais qu'il n'aime pas du tout ce que ce monde est devenu et qu'il veut refaire le coup de l'arche de Noé. C'est pas possible. Enfin, je pense que nous serons plus forts que lui. Je t'écris. J'entends Pavarotti chanter au Sole Mio et je me rappelle t'avoir téléphoné pendant le tournage de Marius et Jeannette pour te demander les paroles. J'avais peur de me tromper et je me souviens de ton hésitation. Mais pourquoi cette chanson ? Encore une fois, faire disparaître toute italianité. Cette incroyable douleur d'avoir été regardé comme un moins que rien, de ne pas être un vrai Français. Je peux te dire que ce sentiment est toujours très vivace chez les jeunes gens qui habitent la cité en face de chez moi. Juste, ce ne sont plus des Italiens. Aujourd'hui, être italien, c'est très chic. Ça me fait beaucoup rire. Papa, je voulais aussi te dire autre chose. Tu vas être arrière-grand-père. Tu y crois, toi, à ça ? Moi, je n'arrive pas encore à réaliser que je vais être grand-mère. Je suis toujours celle que tu appelais Petit Coco et qui chantait tout et n'importe quoi avec toi dans le jardin de la rue d'Alger, de l'Opéra, au Chant du Départ. Eh bien, Petit Coco va devenir, je l'espère, celle à qui on se confie. Et tu sais quoi ? Valentine, car c'est d'elle qu'il s'agit, va nous faire un petit garçon. J'aurais bien aimé voir ta tête à l'annonce de cette nouvelle. Papa, je n'aime pas cette époque. Je la déteste. Rien ne ressemble à ce qui me ravit le cœur. Seuls les liens avec mes amis m'apportent de la chaleur et je me bats tous les jours pour les entretenir. Je m'appelle Ariane. C'était ta volonté. Et je soigne très jalousement les fils que j'ai tissés. C'est comme une forteresse qui me protège de ce monde effrayant. Bon, je vais avoir beaucoup de temps pour te parler. J'arrête pour aujourd'hui. Je t'embrasse pas. Merci. Alors, on va essayer de faire un parcours à travers certains des thèmes qui sont déjà contenus dès la première lettre. Et j'espère que nous pourrons aller du confinement au déconfinement, au vrai déconfinement, du noir à la lumière, de l'ombre, si j'ose dire, vers la lumière. Bon, de toute façon, cette lumière, on sait aujourd'hui, tu l'as dit il y a quelques minutes en introduction, on n'en a pas fini, donc si je peux me permettre, je peux aussi appuyer, dire vaccinez-vous, parce qu'il va bien falloir en sortir. Oui, parce que pour nous, c'est important, par exemple pour moi, avec le métier que je fais, ça veut dire que si les gens ne se vaccinent pas, c'est-à-dire que s'il y a une autre vague, on referme les théâtres, on referme les cinémas et nous, on meurt. Donc en sortir le moins provisoirement possible, le plus définitivement possible. Voilà, et on va commencer donc par ce qu'on retrouve régulièrement tout au long de ces lettres, hein, l'angoisse, parfois la douleur. Alors cette boule au ventre, elle est page 38, je ne vais pas la lire, mais cette boule au ventre, on la retrouve régulièrement. Et puis, tu l'as redit autrement, j'ai bien connu ce symptôme d'angoisse enfant, je croyais aussi que j'allais mourir étouffé la nuit dans mon sommeil. C'était une douleur silencieuse. Alors, quand même, ouais. cette angoisse, elle est tout le long du livre. Ouais. Mais cette angoisse, elle est permanente. Ça m'a toujours... je me suis dit que j'avais bien joué. Parce que toujours, on m'a présenté comme une personne solaire. Je suis très contente. Mais je suis beaucoup plus compliquée que ça. Et il y a effectivement... je suis quelqu'un qui, depuis mon enfance, me débrouille avec l'angoisse. Effectivement, quand j'étais enfant... Bon, il y a une lettre qui le raconte. J'avais des enfin, je faisais un truc quand l'angoisse était trop forte. Eh ben, je m'arrêtais de respirer, je m'étouffais et je me faisais mourir. Donc, ça c'est mon mari, vous allez voir. Et on va arrêter parce que là, ça va pas le faire. Ah non. Hop, hop, hop. Voilà. Debussy, c'est mieux quand même. Ouais, c'est mieux. Et donc, j'étais une enfant... j'ai 2 frères, beaucoup plus âgés que moi, et j'étais une enfant solitaire. J'étais enfant d'un couple très, très compliqué. Et j'ai beaucoup géré cette angoisse seule. Et ça provoquait effectivement, c'est-à-dire que quand c'était trop fort, il fallait bien que je donne des signes que ça n'allait pas bien. Donc, je mourais. Ou soit, effectivement, j'avais des noyaux. Enfin, j'imagine que il n'y a pas que moi qui ai éprouvé ça, c'est-à-dire qu'il j'avais l'impression que j'avais un truc dans la gorge, un noyau de pêche, que je ne pouvais plus avaler, que je ne pouvais plus respirer, enfin bon, voilà. Et
En fait, je dis pas que c'est bien d'être angoissée, hein, pas du tout. Hein. Mais j'ai eu la chance d'avoir un sentiment de survie extrêmement développé et qui m'a permis de la gérer, de la combattre. Je ne la gère pas toujours très bien. Il y a des moments, plus jeune, maintenant ça m'arrive plus, mais plus jeune, j'avais vraiment des grands instants de panique. Et je pense que mon métier aussi m'a beaucoup, m'a beaucoup aidée. Parce que c'est le seul endroit où je n'ai absolument aucune angoisse, que ce soit au théâtre ou que ce soit au cinéma. Je n'ai pas d'angoisse, mais pas du tout. Mais c'est tellement bien, j'en ai pas. Et là, c'était un temps... En fait, Guy Diguian, il dit toujours que je suis tellement pessimiste que ça me rend optimiste. C'est assez juste. Moi, mes enfants ont un quart d'heure de retard, elles sont mortes. Voilà. Elles n'ont pas raté le bus, elles sont mortes. Et c'est très pénible, quoi, vous voyez, parce que pour elles aussi, c'est très pénible d'avoir une mère comme ça qui est devant la porte, qui attend avec les cheveux comme ça, en disant « Mais où tu étais ?» Et elles ont juste raté le bus, quoi. Mais au fond, il y a toujours eu chez moi, et ça, en parallèle, il faut passer à l'action, quoi. Parce que si je passe pas à l'action, je suis folle, quoi. Et c'est une vie pourrie. C'est une vie très... si je reste sans rien faire, oui, c'est une vie terrible, quoi. Et donc, j'ai toujours fait. Je fais, toujours, tout le temps. Et certainement qu'il y a ça dans ces lettres, c'est que je me suis dit que pour pouvoir respirer, il fallait que je fasse quelque chose. Et comme je pouvais pas sortir, comme je pouvais pas faire mon métier, comme je pouvais pas raconter des histoires aux gens, comme je pouvais pas lire les mots des autres, il m'est resté que ça et l'aquarelle. J'ai dessiné des lapins pour l'enfant qui allait venir. Voilà. Vous voyez. Et voilà, c'est comme ça. Alors, favorisant l'angoisse, il y a des choses qu'on est obligé de traverser, auxquelles on est obligé de se confronter, évidemment, parmi les premières. Et là, cette chose-là, c'est considérablement, comment dire, on y a été confronté depuis le mois de mars de l'an dernier, de manière brutale, c'est la mort. Voilà, c'est cette question de la mort. Et moi qui, d'une certaine façon, traversé des choses tout à fait similaires aux tiennes concernant l'angoisse, et j'ai été confronté à la même interrogation de la mort pour l'assassinat de Kennedy. C'est-à-dire tout d'un coup, ah oui, vraiment, pour moi, c'est une irruption, elle est la même. Voilà. Mais c'est un truc de fou quand même, ouais. Hein, parce que c'est dans ma tête, mais c'est une chose extrêmement claire, quoi. Si vous lisez le livre, vous verrez, c'était incroyable. Je peux même vous dire, j'étais à table avec mes parents, mes frères, j'étais en train de manger de la soupe dans une assiette jaune. Je me rappelle de la couleur de l'assiette. Il n'y avait pas de télévision chez moi parce que mon père ne voulait pas qu'il y ait de télévision. Et la radio. Et à la radio, d'un coup, le programme s'arrête et on dit John Fitzgerald Kennedy est mort. Et moi, John Fitzgerald Kennedy, j'ai jamais mangé avec lui, quoi. Vous voyez, voilà, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu en photo parce que c'était tellement dingue, ce président jeune et tout. C'était tellement fort, les images qui étaient envoyées, même petites. Je me disais, mais il est beau, quoi. Il avait une femme, elle était belle, elle était toujours bien habillée. J'avais une grand-mère qui achetait France Dimanche et Ici Paris. Donc, quand j'étais chez ma grand-mère, je les voyais, ces photos, quoi. Et j'ai lâché ma cuillère. Et je suis morte. J'aurais pu mourir. Je me suis arrêtée. Tout s'est arrêté. Et mon père n'a trouvé que cette manière m'a tiré une paire de gifles épouvantables qui a fait que je respirais. Et c'est effectivement la première fois que j'étais confrontée à la mort. Et enfant, j'ai eu des gros problèmes avec la mort. Des très gros problèmes avec la mort. Et moi, je pense que les enfants sont tout à fait conscients de la mort, très forts. Ils ont une conscience énorme de ça. Et qu'il ne faut jamais faire l'impasse avec eux là-dessus. Il faut dire, il faut raconter. Parce que si on ne raconte pas, comme moi, on a essayé de feinter, vous voyez, mais non, mais c'est riaba, non, mais non, c'est un enfant est tout à fait conscient que c'est pas rien, que ça veut dire que quelqu'un
Du jour au lendemain, on ne le voit plus. Et on ne le verra plus jamais. Et pourquoi on ne le verra plus jamais ? Et j'ai été soignée pour ça, parce que c'était... mais j'ai été soignée... j'ai pas été soignée, on m'a pas emmenée chez quelqu'un pour parler. On m'a donné des médicaments. Donc, si vous voulez, la chose, elle restait... la pierre, elle était là. Et pendant ce confinement, la mort, j'en entendais parler, mais tous les jours, matin, midi, soir, j'ai un mari qui regarde les infos à longueur de journée. Donc, tous les jours, j'avais le nombre de morts, de choses comme ça. Et c'était... Je me disais, mais c'est pas possible, c'est de la science-fiction, quoi. Et en plus... tout était sur un mode extrêmement dramatique, tout nous était raconté, c'était pas du tout rassurant. Enfin, je dis pas qu'il fallait être rassurant, puisqu'on savait pas, on comprenait pas. Je n'ai rien à dire sur les toubibs qui se sont battus comme des chiens, quoi, vraiment comme des chiens, enfin, particulièrement ceux qui n'étaient pas sur les plateaux de télé, mais qui étaient au charbon. Vraiment, moi, j'ai une admiration sans borne, mais... Si vous voulez, voilà, moi, la mort, ça me terrifie parce que je sais pas comment faire pour la combattre. Moi, quand je sais comment faire pour combattre quelque chose, je ne dis pas que j'ai pas peur, mais je vais au front. Là, je ne sais pas. Et le temps passant, c'est pas devenu ma copine du tout. Mais ok, j'accepte. Je sais pas. C'est elle qui décidera. Moi, je peux rien faire. Mais enfant, pendant très très longtemps, et aussi encore maintenant, je n'accepte pas que les gens meurent. Voilà. C'est très compliqué pour moi que quelqu'un meure. Très 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 compliqué. Alors il y a cette irruption de la mort à laquelle on est obligé de se confronter quand on est enfant. On l'imagine aujourd'hui... nous étions enfants en 1963, d'octobre 63, pour l'assassinat de Kennedy. Il y a cette éruption brutale. On peut imaginer aujourd'hui ce que les enfants peuvent vivre sur l'ensemble des chaînes de télévision qui ne montrent que ça, parce que nous, c'était relativement rare. Je vais poser la question, non pas poser une question, mais attendre une réaction de ta part pour une autre représentation de la mort. Là, nous sommes dans une représentation de la mort de la pandémie, on l'en voyait partout. À Marseille, au musée des Beaux-Arts, il y a 2 immenses tableaux d'un peintre, Puget. Ce sont 2 représentations de la peste à Marseille en 1720 ou 21. Ce sont 2 extraordinaires tableaux. Ouais, moi, j'ai une histoire avec ça. Voilà, tu vas nous la raconter. Parce que là, on est quand même loin de la représentation d'aujourd'hui. Et à la fois... on a quelque chose qui montre la brutalité avec laquelle la mort régnait dans ta ville il y a 3 moi je viens siècles. d'une ville où quand même il y a un nombre incalculable de gens qui sont morts de la peste, tout ça parce que des commerçants ont voulu faire entrer des bateaux qui étaient en quarantaine, qui rapportaient des tissus d'Inde, des soieries. Et ils ont absolument voulu que les bateaux rentrent. Et dans ces soieries, il y avait le virus de la peste. Et la peste a vraiment décimé une partie incroyable de la population. À part que tous les bourgeois et les commerçants, ils sont montés sur les collines. Entre autres, sur la colline où il y a Notre-Dame de la Garde. Et eux, ils ont laissé les autres mourir en bas. Marseille est une ville de collines. Donc les autres en bas, les pauvres, ils sont toujours là d'ailleurs, les pauvres en bas. Ils sont morts. Et alors, j'ai une histoire incroyable avec un de ces tableaux. Parce que quand j'étais petite, mon père faisait du théâtre amateur. Et donc, il y avait plusieurs théâtres dans Marseille. Et des fois, il m'emmenait il m'emmenait dans la... D'abord, on était obligés d'aller au théâtre, nous. Bon, voilà, c'est comme ça. Et un dimanche, je pars avant mes frères, ma mère. Je pars avec mon père. Comme si quand on part au théâtre, nous jouer, on part plus tôt. Vous voyez, je pars avec mon père plus tôt, parce que mon père, il adorait se transformer, se maquiller. J'ai toujours dit que mon métier, c'était d'abord l'odeur d'une boîte à maquillage. Mon père avait une boîte à maquillage démoniaque. Et j'étais petite, je crois, j'avais 6 ans. Et on va jouer dans un théâtre qui s'appelait le Théâtre de l'Œuvre, qui était un théâtre qui était dans un truc mutualiste, je sais plus quoi. Et mon père, avec ses amis avec qui il jouait, ils étaient là dans les loges et tout ça. Et puis moi, vous savez, un enfant à 6 ans, je courais, tout ça. Puis je vais sur le plateau. Mon père me dit, Ariane, ne reste pas sur le plateau. Et
évidemment. Et en fond de plateau, il y avait un très grand rideau de velours noir. Et moi, je m'amusais avec le rideau de velours très gros, très grand. Et à un moment donné, je soulève le rideau. Et même, je vous le dis maintenant, vous voyez, c'est terrible. Et derrière, il y avait un de ces tableaux-là. Avec les gens qui meurent, qui sont comme ça. Et moi, mais c'est une image de terreur. Certainement, je crois, la plus grande image de terreur de ma vie, c'est pas le cinéma, c'est pas ça, c'est un tableau. C'est le tableau de la peste. J'ai été tellement terrifiée, mais terrifiée, j'ai eu l'impression que la mort me sautait à la gueule, quoi, il n'y a pas d'autre mot. J'ai lâché le rideau et je suis rentrée, j'ai couru, je suis rentrée dans les loges, je me suis assise à côté de mon père et je n'ai absolument rien dit. Et cette peur, c'est vraiment une peur complètement personnelle et je n'en ai jamais parlé à mon père. J'en ai parlé à mon père, je pense, je sais pas moi, 40 ans plus tard. Tu vois ? Et c'est pour ça que chaque fois qu'on parle de ces tableaux, ça remonte, c'est une horreur, quoi. Donc la peinture, c'est comme les tableaux de Jérôme Bosch. Par exemple, les tableaux de Jérôme Bosch, je les regarde parce que c'est fascinant, mais c'est pire que le film le plus tordu de science-fiction. Jérôme Bosch, je ne sais pas ce qu'il avait bouffé, mais alors, comme champignon hallucinogène, je ne sais pas quoi, mais moi, j'ai une peur bleue. Mais c'est magnifique, mais j'ai peur. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, ces tableaux, on est là devant une espèce de convulsion finale, effectivement, avec des couleurs vertes, jaunes. Bon, vous trouverez ça facilement. Ah ouais, regardez-les, c'est regardez, c'est vraiment formidable. Et d'ailleurs, je crois qu'ils servent de témoignage important, parce qu'il n'y en a pas autant que cela. Non, d'abord, il n'y en a pas autant que ça, et puis que... la peste à Marseille, maintenant ça revient, on en parle beaucoup plus. Oui. Mais avant, dans mon enfance, j'apprenais même pas à l'école qu'il y avait eu la peste à Marseille. Je ne le savais pas, c'est mon père qui me l'avait dit, mais je ne savais pas. On ne te l'apprenait pas. Alors ces personnages en convulsion, ils sont en partie sur les quais du port de Marseille. Et voilà, on va peut-être parler d'autres quais. Voilà, lecture très courte. Les deux attitudes m'agacent prodigieusement. L'arrogance des jeunes gens qui affirment leur invincibilité avec une morgue qui les fait s'agglutiner sur les bords du canal Saint-Martin, les quais du canal, et la frayeur de ceux qui ne sortent pas de chez eux et restent collés à leur écran, etc. etc. Voilà. Et il y a l'angoisse dans le livre, mais il y a beaucoup la colère. Alors tout le temps, il y a cette oscillation entre angoisse et colère. Là, depuis ton lit et ton téléphone portable, ça décoiffe. Hein. Écoute, j'ai été en colère pendant 1 an et demi. Et ça fait 1 mois que je suis plus en colère. J'ai été en colère tout le temps. C'est très fatigant. Très, très fatigant. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné. Je m'en étais pas rendu compte en écrivant, tu vois. C'est-à-dire que aussi, certainement, parce que le mode d'échange entre mon père et moi était toujours très cash, je dirais, un peu. Mais je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en colère comme ça. Puis petit à petit, c'est mes amis qui m'ont dit mais t'es en colère. Et en fait, oui, j'étais en colère d'abord parce que j'ai très très mal dormi pendant le confinement. Il y avait des tas de choses qui me revenaient. Je comprenais pas qu'on nous fasse vivre ça. Parce que quand même, faut être clair, quoi. Hein, si on s'est retrouvé confinement, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lits à l'hosto. Hein. Et pourquoi il n'y avait pas assez de lits à l'hosto ? Tout simplement parce qu'on les a fermés. Et pourquoi on a fermé les lits à l'hôpital ? Parce qu'on a voulu faire du profit et que l'hôpital est devenu un lieu de profit et non plus un lieu où, si vous voulez, d'un coup, ce confinement me faisait, me prouvait que ce que je me disais, c'est pas que j'avais raison, c'est pas ça, c'était juste qu'il y avait une preuve comme quoi nous vivons dans un monde où c'est pas du tout l'humain qui est à l'avant, jamais. Qu'au bout du compte, ça me mettait très en colère parce que moi, je n'avais qu'une vie et qu'on me reléguait derrière, que j'étais obligée de subir dans ma vie un temps arrêté à cause de gens qui voulaient faire du profit. Et encore, moi, je n'étais que d'un temps arrêté. Mais il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens qui mouraient seuls, il y avait des gens qu'on mettait dans des sacs en plastique, il y avait pour les mettre dans des frigidaires à Rungis, dans des camions frigidaires à Rungis. C'est quand même...
de finir sa vie comme ça, mais c'est quand même épouvantable. Il y avait des garçons, des filles qui s'arrachaient la peau pour soigner les gens, qui n'avaient pas de blouse, qui faisaient ça avec des sacs poubelles, qui se transformaient des sacs poubelles en blouse pour se protéger. Mais je me disais, mais c'est le tiers-monde, quoi. C'est le tiers-monde. Et des gens... enfin, et tout. C'était horrible parce que j'avais l'impression que tout ce qu'il peut y avoir de sombre dans l'humanité, dans l'âme humaine, remontait à la surface et que c'était un temps de miasme. Juste un temps de miasme. Et je ne pouvais rien faire. Et c'est ça qui aussi me mettait très, très en colère. Voilà. Bon, je suis moins en colère. Un peu. Non, mais parce que c'est la colère, ça, c'est handicapant, quoi. Vraiment, par moments, c'est handicapant. Oui, tu écris « Je me fais du mal toute seule ». Ben ouais. Enfin, la colère, c'est le début de la... comment dire, peut-être de la sortie de cette angoisse. Oui, Ou en il vaut tout cas, mieux être ça- en colère qu'être angoissé, oui, c'est sûr. Et il y a aussi quelque chose qui manque tout le long du livre, qui te manque profondément et qui, à la fois, t'angoisse parce que tu ne l'as pas, te met en colère parce que tu ne l'as pas, c'est l'étreinte des corps. C'est pouvoir étreindre, pouvoir... Moi, je viens d'un temps où les gens... Enfin, je viens d'un pays, d'une région, et je viens d'une culture qui est celle du bassin méditerranéen, où les gens se touchent. C'est tactile. Les gens se touchent, se regardent vraiment dans les yeux. J'adore les mouvements des corps des gens dans Méditerranée parce qu'il y a des vrais mouvements, quoi. Si vous allez en Suède ou en Norvège, j'adore ces pays, je m'y sens très bien, mais les corps ne bougent pas du tout de la même manière. Et il n'y a pas... Enfin, je veux dire, passer pendant 2 mois des conversations virtuelles, avoir des gens plats. Tout le monde était plat, quand même. On se regardait dans des écrans qui marchent plus ou moins bien. J'ai fait je ne sais combien d'interviews avec des radios, des télés où on te dit mettez-vous sur l'application machin. Alors tu te mets sur l'application machin. Bon, alors vous m'entendez là? Non, ça marche jamais. Donc c'est l'enfer. Tu recommences. Et au fond, le contact... ça ne veut pas dire prendre tout le temps les gens dans ses bras, mais le contact, la proximité, ça raconte qu'on n'est pas tout seul, qu'on est avec d'autres. Et là, tel qu'on était, on était tout seul au bout du compte. On était tout seul, chacun dans notre petit cercle de sécurité. Enfin bon, il y a une lettre où je raconte que je suis allée voir une amie un jour quand on avait le droit de sortir pendant 1 heure là. Et c'était tellement ridicule. On s'est vus sur un trottoir, il n'y a pas de café, on ne s'approchait pas parce qu'on se disait qu'on allait s'empester l'une l'autre. Donc au bout de 3 minutes, j'ai dit écoute, attends, chacune rentre à sa maison, s'appelle au téléphone, parce que là c'est pas possible, quoi. C'était horrible, quoi. C'était horrible, c'est-à-dire que le rapport humain devenait impossible. Et je comprends, il y a des gens... Vous savez, moi, je suis de confession protestante. Pour des hasards absolument incroyables. Mais bon, voilà, je suis de confession protestante. Et les protestants, ils ont cette manière de... J'ai gardé ça. Enfin, comme je vous donne l'impression d'être très comme ça. Mais il y a un truc que m'ont appris les protestants qui est quand même une tenue, quoi. On se tient. On se tient. Et bon, moi, je me tiens sur certaines choses et sur d'autres, j'aime bien prendre les gens dans mes bras. Voilà, c'est tout. On connaît la religion protestante. Le retour à la vie, progressivement, on va sortir de l'ombre. Le retour à la vie, c'est l'étreinte des corps, et notamment, c'est l'étreinte des corps des plus proches. Et tout au long de ce livre aussi, on a ce sentiment que c'était à la fois cet éloignement d'abord brutal, radical, ou les rapprochements qui sont contraints. Ouais. Enfin, tout cela peuple toutes ces lettres jusqu'à ce que... mais il y a quelque chose, tout le temps au bout, quand même, il y a l'espoir et la vie qui va naître. Toujours. Ouais. Toujours, parce que ça, je l'aurais toujours. Et la vie...
Et que De l'enfant. de l'enfant. Oui. Et ça, je l'aurai toujours. Mais j'ai fait un truc avec ma seconde fille qui s'appelle Madeleine, parce qu'un jour, Madeleine, elle est venue, j'habite un pavillon. Hein. Donc, un jour, elle a tapé à la fenêtre de la cuisine. J'ai ouvert et elle s'est mise sur le trottoir d'en face et elle m'a dit « Maman, je viens te dire bonjour, je vous assure. » Ça m'a foutu en l'air de voir ma propre fille être sur le trottoir d'en face, parce que Madeleine, elle voulait surtout pas qu'on soit malade, quoi. Donc, elle faisait très, très attention. Et donc, vers la fin du confinement, mes filles sont venues dans le jardin et on faisait tous attention, puisque ma fille aînée, Valentine, était enceinte, donc on ne savait pas. Nanana. Et j'en pouvais plus et j'ai fait un truc, je suis allée chercher un drap de lit et j'ai recouvert ma fille Madeleine du drap de lit et je l'ai prise dans mes bras. Et maintenant, quand j'y pense, parce qu'il y a une photo, je suis en train d'enlacer un fantôme. Et c'est dingue parce que sur le coup, c'est après, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, on dirait que je... Et alors, je vais vous faire une confidence. Pas cette nuit, la nuit d'avant, avant que je prenne l'avion pour venir vous voir, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé d'un ami très cher à moi qui est décédé. Et j'étais en haut de l'escalier chez moi et j'avais un grand drap dans les bras. Et allô docteur, ma fille Valentine montait l'escalier avec un chandelier. Enfin, on laisse tomber. Et, et cet ami décédé, je parlais avec lui, mais je ne le voyais pas. Je ne faisais que l'entendre. Et je lui disais dans mon rêve, tu n'es même pas capable de venir, tu es vraiment nul, tu n'es même pas capable de venir. Et d'un coup, il arrivait sous mon drap. Et c'était très, très, très joyeux, quoi. Il était en pleine forme, et c'était joyeux, et je me suis dit, bah, finalement, ça marche, quoi. Tu vois ? Il suffit d'appeler. Alors, est-ce que cet ami, justement, serait celui... Non, c'est pas le même. C'est d'accord, pas celui le dont même. je parle là. D'accord. Celui-là, celui-là, malheureusement, ça a été... on a joué... il est décédé 15 jours après que le confinement soit mis en place, et nous avions joué juste avant. Mais il était malade, il était très malade et c'est un acteur, un acteur, un metteur en scène. Bon, je peux le dire, c'est pas un drame. Il s'appelle Didier Bezas et donc je jouais avec lui. C'est quelqu'un que j'aimais profondément. C'est quelqu'un qui a été. Je dis toujours que j'ai connu. Je pense que j'ai connu ce que a connu Madeleine Béjart et Armande Béjart avec Molière, qui est mort quasi sur le plateau. Il n'est pas mort sur le plateau, mais moi, avec Didier, j'ai connu la même chose. C'est-à-dire que c'était très impressionnant de voir cet homme arriver extrêmement diminué au théâtre. Je me faisais tous les jours un souci, je me faisais un grand souci. Nous ne parlions jamais de sa maladie, jamais. Il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais rien dit. Il arrivait difficilement sur le plateau. Dès qu'il était sur le plateau, la voix sortait, c'était génial. Et dès qu'il sortait du plateau, la maladie revenait. C'est un truc très étonnant que l'espace de représentation. Ça, je pense que les études de tous les scientifiques et de tous les savants de la Terre n'ont pas encore bien trouvé qu'est-ce qui fait que nous ne sommes jamais malades quand nous sommes sur un plateau de théâtre ou quand nous sommes sur un plateau de cinéma. Jamais. J'ai joué je ne sais combien de fois avec 42 fièvres, arriver mais vraiment en me traînant et sortir du plateau guéri, mais d'arriver d'être guéri. C'est un truc, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Donc voilà, c'est lui qui est décédé 15 jours après le début du confinement et à qui je n'ai pas pu accompagner, à qui on n'a toujours pas pu rendre hommage, qui est mort comme ça, dans cette espèce de folie totale des débuts. Et à la fin du confinement, j'ai perdu une autre amie aussi. Et quand même, ça faisait beaucoup, quoi. Ça faisait beaucoup. Pour moi, je suis contente de voir des gens qui sont complètement réjouis et tout ça, mais pour moi, c'est pas fini. Moi, je suis toujours sur mes gardes. Je suis aux aguets, je suis en position de guetteur.
ce truc-là, et en plus, ce truc-là, tu sais pas quoi. Il peut t'attendre derrière la porte, il peut t'attendre. C'est pas comme à la guerre. À la guerre, tu sais où il est. Enfin, tu sais pas toujours où il est ton ennemi, mais ça se concrétise, quoi. C'est un tank, je sais pas, c'est un mec, c'est ce que tu veux. Là, c'est un tout petit machin. Et qui fait ressortir des comportements magnifiques. Hein. Moi, j'ai vu des comportements absolument magnifiques. Vous savez, moi, je suis marraine de Secours Populaire, et donc, comme je ne pouvais pas sortir de chez moi, que je savais qu'au Secours Populaire, il y avait des files d'attente, parce que aux banques alimentaires, enfin, c'était dingue. Et je ne pouvais pas y aller. Je n'avais pas le droit d'y aller. Donc, j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Et ils m'ont envoyé des tas de numéros de téléphone de personnes âgées, très âgées, un petit peu moins âgées. Enfin, ça partait à 90 ans et puis ça remontait comme ça. Et donc, je leur téléphonais tous les après-midi. Et ça a été génial, c'est eux qui m'ont remonté le moral. C'est eux qui m'ont donné de la force. Ils avaient une patate. Mais une patate. Mais tous ces gens avaient connu la guerre. Donc, il y avait une manière de se positionner qui était très étonnante. Se positionner face à l'ennemi en disant « Oh, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un masque? Oh, non, je n'ai pas de masque. J'en ai fabriqué. Non, puis j'en ai donné aux voisines. Non, puis, je me rappelle d'une dame à Aubervilliers, mais elle était dingue. Elle faisait des gâteaux pour tous les gens sur le palier. Elle faisait des masques. Elle faisait des tas de trucs comme ça. Et je me disais, mais l'humanité, c'est aussi ça, quoi. Toute la journée, j'entendais à la télévision qu'on mourait. C'était un fait. Mais il y avait aussi des gens très âgés qui étaient chez eux, qui, eux, avaient une attitude incroyable. Ceci dit, ma belle-mère, qui a 96 ans, elle a tenu 2 mois enfermée toute seule dans sa maison, dans sa maison de vieux, je ne sais pas comment on dit, des pads, là. Et elle a tenu 2 mois avec les gens qui lui portaient le repas devant la porte, là. Et elle va très bien. Elle est géniale, elle est allemande. Comme dit ma fille, ma grand-mère, c'est une Merco. Elle dit, c'est comme une Mercedes, ma grand-mère. Tu peux pas la battre. J'adore ça. Alors on aura entendu sur cette anecdote terrible concernant cette disparition de Didier Bezas que finalement la mort déteste les théâtres, parce que finalement les théâtres l'éloignent. À la fois les théâtres l'éloignent. Dans les théâtres, on a la représentation de la mort sur la scène, tout le temps. Mais par contre là, elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place. Non, dans les théâtres, la mort n'a pas de place. Voilà, et je voulais t'interroger sur le théâtre qui a finalement la place aussi de la vie, de cette vie qui est peut-être pour toi essentielle, celle que tu voudrais reprendre et qui peut-être pour nous tous serait utile, puisque c'est là que la mort est refusée. Donc, bien sûr, absolument. Quand, après le premier confinement, on devait reprendre le spectacle Le Dernier jour du jeûne de Simon Abkarian. On devait le reprendre le 16 octobre. On a joué 4 fois. Parce qu'ils ont fait le couvre-feu. Mais hier, ça m'a fait ça aussi. C'est-à-dire que c'était extraordinaire de retrouver les gens. Extraordinaire. Et je me rappelle qu'à la première représentation, sur les 4, à la première représentation, j'ai pleuré au salut parce que c'était une telle manière de se retrouver, d'être ensemble. Et vous n'imaginez pas à quel point l'acte de jouer, le jeu, l'acte de la représentation, ça ne marche pas que dans ce sens-là. C'est-à-dire, voilà, là, comme on est là, Christian et moi, sur un plateau. Non, ça marche là, vous. Et c'est vous qui envoyez des choses. Vous n'êtes pas du tout des gens comme ça. Vous n'êtes pas. Des fois, il arrive qu'on a un public, j'appelle ça un public peint. C'est-à-dire que des fois, vous jouez, il ne se passe rien. Rien du tout. Je dis, c'est pas possible, ils sont pas là. Et ils sont là, mais ils sont peints. C'est très rare, ça arrive, je sais pas, une fois de temps en temps comme ça. Alors au début, vous dites, ah bah c'est moi, puis vous sortez en coulisses, vous avez aux camarades, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et comme, si vous voulez, une salle, en fait, c'est ça qui est très étonnant, parce qu'une salle de théâtre, ce sont des gens, c'est pas
sont des gens hétérogènes, sont des gens qui viennent chacun avec leur vie, porteurs d'émotions ou de choses qui leur est arrivées dans la journée et tout ça. Ils s'assoient et en fait, d'un coup, c'est ça qui est génial, ça fait un public homogène. Et ce public, il va réagir absolument d'une certaine manière. Il réagira pas du tout de la manière du public de la veille ou du public du lendemain. C'est ça qui est magique, quoi. C'est vraiment magique. Et c'est ça que j'aime dans le théâtre. Il y a quelque chose. Et effectivement, la mort n'a pas de place. Vous venez pour avoir des émotions, pour être dans la vie, pour pleurer, pour rire, pour vous énerver. Le spectacle vous plaît peut-être pas, ou des machins comme ça. Et nous, on vient là et on vous envoie des trucs. Et en fait, ce qu'on passe notre temps à vous dire, c'est eh ben, écoutez, on est content que vous soyez là. Alors, on va vous dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qu'on fait. Avec les mots des autres, avec l'écriture d'un auteur. Mais au fond, on décide de monter tel ou tel spectacle parce qu'on est en accord avec. Parce qu'on a envie de faire entendre ce que quelqu'un a écrit. Et vous venez vous asseoir. Et vous écoutez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait. C'est deux entités, quoi. Il y a l'entité de ceux qui font, c'est-à-dire des acteurs, du metteur en scène, de l'auteur, voilà. Et puis, il y a vous. Et l'un ne va pas sans l'autre. Vous n'êtes pas du tout passif. Même si vous avez envie de... Ça vous arrange, ben non. Eh ben justement, on va voir si le public est peint ou s'il est bien, ou s'il est bien actif. On va lui donner la parole. Est-ce qu'il y a une première question, puis une deuxième, puis une avalanche de questions? Allez, l'institutrice vous écoute. Je crois que je les aurais beaucoup perturbés. Allez, il n'y a que le premier pas qui compte. Allez, n'ayez pas peur. Mais si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave, hein, non plus. Hein. Bon, alors je vais... Ils ont rien à dire. Non, mais ça va arriver, tu vas voir, juste après. Ah, il y a un monsieur là-bas. Ah, voilà, il y a un monsieur, très bien. Je voulais vous remercier parce que je suis très malade. Je ne sais pas comment me soigner. Vous m'avez donné la recette. Je repars sur scène. Super, merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ah, voilà. C'est même pas une question, c'est juste. Je vais vous tendre le micro. Oui, c'est juste une remarque. Vous parliez d'un public peint, de gens peints, mais nous sommes masqués. Et effectivement, il y a quand même cette difficulté. Là, je me suis retournée, je me suis dit, oh, là. Mais vous, heureusement, on vous voit, parce que vraiment, tout cela nous manque beaucoup. Et on est complètement figé derrière nos masques. Alors, on a des petits trucs là qui se voient, qui montrent qu'on est content ou qu'on n'est pas content, qu'on rit, qu'on adhère à ce que vous dites. Mais vraiment, quand même, moi, je me sens muselée. Mais c'est pour ça que je raconte dans le livre, il y a une lettre où je raconte, où je pense aux femmes voilées. Et je tourne ça en rigolade parce que, en fait, on est masqué, on n'est pas reconnaissable, donc on peut tous devenir des voleurs. Parce qu'il y a des caméras partout dans les magasins. Comment ils vont nous reconnaître? Ils peuvent pas. Donc, si vous voulez, je pense aux femmes voilées. Des fois, je dis, ben, comme ça, elles se vengent, quoi. Les filles qui portent la burqa, elles se vengent, elles chipent des trucs, elles mettent sous la burqa. Tu les reconnais pas, tu es déguisé. Je comprends très bien, et c'est très pénible. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est très pénible. Moi-même, je reconnais pas des amis dans la rue parce qu'on est masqué comme ça. Mais je pense que l'humain est vachement malin. Pour l'instant, on le subit, ce masque. Et pour vous dire très sincèrement, j'espère qu'on ne va pas le subir longtemps. Mais si on est obligé de le subir longtemps, je suis sûre qu'on va trouver des solutions pour, personnaliser nos masques ou faire en sorte qu'on soit beaucoup plus reconnaissable avec nos masques. Je ne sais pas comment, hein. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Hein. Mais l'humanité a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'on est quand même vachement fort, quoi. On est très malin, quoi.
Et on va trouver un moyen. Et il me semble... Comment je pourrais dire ça? Il me semble que... Bon, vous voyez, j'en ai parlé, je suis une fille angoissée, j'ai peur de la mort et des machins comme ça c'est sûr, c'est clair. Mais je ne veux pas qu'on décide pour moi. Jamais. Alors je me plante, je me trompe, mais je me bats. Et je crois qu'il faut qu'on se batte. Qu'on se batte avec ce truc-là. Vous savez, il y a une phrase que je supporte pas, c'est « Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça ». J'entends tout le temps cette phrase. « Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça ». Mais non, c'est pas comme ça. À partir de quoi c'est comme ça? Qui a décidé que c'était comme ça? Non. Vous avez toutes et tous le droit de dire « Non, c'est pas comme ça, moi je veux que ce soit autrement ». Ça va pas obligatoirement marcher. Mais on n'en a qu'une de vie, quoi. Vous voyez? Et c'est un truc... je veux pas qu'on... Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on m'impose, hein, que je suis obligée de subir parce que effectivement, je suis pas superwoman ou voilà, ou j'ai pas une intelligence délirante qui ferait que je pourrais faire changer les choses. Mais il y a rien qui est comme ça. Juste déjà plus dire cette phrase, ne serait-ce que ça, ne plus dire ah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Non, voilà, plus la dire. On va vous donner un micro. Il y J'en avait ai un un. micro qui se promenait. J'en ai un, oui, je l'ai. Ah. Je vous remercie. Je voulais vous remercier pour cette conversation. Ben, il faut parler dans le micro, madame, sinon je vous entends pas. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour cette conversation. J'ai trouvé énormément de plaisir à vous entendre parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre votre récit de vie et le mien. Mais bon, et vous étiez fille de réfugiés, vous étiez protestante, vous avez été malade, vous avez dessiné des lapins. Et il faut dessiner des lapins. Ils sont pas très beaux, mes lapins. Non, les miens non plus, mais ils m'ont sauvée. Voilà, et je continue à dessiner. Bon, et également aussi pour tout ce que vous avez dit, un grand merci. Voilà, pas seulement parce qu'il y a des analogies avec moi, mais je pense que tout ce que vous avez dit est juste et ressenti, et que, voilà, tout le monde a dû ressentir. Et ben, vous voyez, c'est ça qui me fait plaisir, parce que si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de choses où on est semblables. Tous. Et c'est un truc que je trouve assez formidable. Alors qu'on est dans un temps où on essaye toujours de vous montrer des êtres d'exception. Il faut toujours être dans la représentation d'être quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Oh, oh, elle est fascinante. Oh, il est fascinant. Non, c'est pas vrai. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses semblables. D'abord, tout simplement, on a 2 mains, 2 pieds, 2 bras, 2 jambes. Voilà. Tous. Une bouche, un nez, des yeux. Et si extérieurement, on est semblable... Alors, ce qui est beau, c'est que ses bras, ses jambes, ses pieds, ce nez, ses bouches, ils prennent tous des formes particulières. Mais n'empêche qu'à la base, on a tous ça. Donc, si vous voulez, je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut jamais se dire... Moi, quand j'étais môme, que j'ai commencé dans ce métier, j'étais toujours très, très impressionnée par des gens, des acteurs, des metteurs en scène, je sais pas, ou même quand j'étais plus petite, alors quand on allait chez le docteur avec mes parents, mais c'était, oh, on allait chez le docteur, mon Dieu, qu'il était fort, mon Dieu, qu'on n'osait pas dire quoi que ce soit au docteur. Le docteur, il disait, faut faire ça, faut faire ça. Donc c'était quelqu'un de génial. Et non, il faisait son métier, c'est tout. Et en même temps, il avait des angoisses, je sais pas, des envies, des désirs. On a tout ça, et au fond, il y a quelque chose de très universel entre nous. L'universalité du genre humain, elle est très très forte. Et quand vous voyagez, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous pouvez vous entendre très bien avec quelqu'un qui n'a pas du tout été élevé de la même manière que vous, qui ne marche pas avec la même culture que vous, mais il y a un endroit où ça se retrouve. Et ça, je pense que ça donne énormément de force, et en même temps, ça nous permet de rester humble, parce que je pense que l'humilité, c'est une chose très importante. Et l'humilité aussi, elle vient de ce que, effectivement,
ça peut s'arrêter comme ça d'un coup, comme une lumière qu'on éteint. Moi, j'ai été en Algérie pendant le dernier tremblement de terre, et ça m'a appris beaucoup de choses, parce qu'on est une fourmi. Vous voyez, quand la terre se met à trembler, on est une fourmi, mais vraiment une fourmi. On peut, hop, vous savez, quand vous êtes petit, vous jouez avec les fourmis, vous les faites sauter, ben voilà, un tremblement de terre, c'est exactement pareil avec les humains. Là, quand la terre se met en colère, on ne peut rien faire, rien du tout. Donc il faut avoir... Enfin, maintenant, il y a plus grand monde. Il y a beaucoup de gens qui m'émeuvent, mais il y a très peu de gens qui m'impressionnent. Très, très peu. Mais par contre, il y a énormément de gens qui m'émeuvent. Et je crois qu'il faut tous qu'on ait ça dans la tête. Parce que quand on est impressionné, on ne sait pas comment réagir. Quand on est ému, c'est pas pareil. On peut être dans le lien. Quand on est impressionné, non. Vous vouliez me dire quelque chose? Oui, il y a une question devant. Ouais. Je ne sais pas si le micro est toujours. Si je parle comme ça, vous m'entendez ou pas? Attendez, il y a un micro qui arrive. Oui. Oui. Je pensais à une petite remarque sur les masques. J'ai été très étonnée pendant toute cette période où on a porté les masques. Quand je souriais à un bébé ou un tout petit enfant, il s'en fout du masque. Il répond. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il voit mieux les yeux, tous les petits signes, je ne sais pas, ça m'a Mais les petits-enfants, vous savez quoi? Les petits-enfants, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Ah, ça, j'en suis persuadée. C'est en grandissant qu'on perd l'intelligence. J'en suis persuadée. Parce que les petits-enfants, ils savent tout. Tout. C'est juste qu'on leur a dit, juste avant qu'ils naissent, on leur a dit, bon, allez, on t'en laisse encore un peu du savoir. Après, tu vas le perdre, hein, mais c'est pas grave. Ouais, on perd des choses en grandissant, je pense aussi. Et j'avais un petit questionnement sur la transmission des parents à soi, de soi à ses enfants, et ce que ça peut faire, je ne sais pas si c'est trop personnel comme question, mais l'étonnement qu'on peut avoir à voir son enfant devenir parent, et ce qui fait de cette parentalité, et donc pas forcément dans ce contexte particulier, mais qu'est-ce que ça fait? Voilà. Qu'est-ce que ça envoie? C'est un Merci. truc incroyable, je n'imagine pas. C'est d'abord pour moi, c'est effectivement extrêmement émouvant de voir ma propre fille attendre un enfant. Et en plus, si vous voulez, par exemple, moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, mes grossesses, c'était très compliqué. Je suis restée couchée des mois et des mois et des mois. Enfin, bon, voilà. Et moi, ma fille, mais finger in the nose, quoi, vraiment, mais impeccable, jamais la moindre angoisse, contente, formidable, d'une beauté insensée, voilà. Et puis est arrivé un petit garçon qui est d'un calme impressionnant, alors qu'on est tous des speedés dans cette famille. Il a dû se dire, c'est pour ça que je dis ça, il a dû se dire, oh là 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 là, là va falloir prendre un autre chemin parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc il est très très calme, il est extrêmement chaleureux, il regarde avec une espèce de bonhomie absolument magnifique sa mère qui de temps en temps s'excite et qui en même temps, alors elle s'excite avec les autres, mais avec lui elle est d'une douceur. C'est fabuleux de voir ma fille comme ça, qui est d'une douceur, d'une patience. Et quant à moi, c'est génial. Parce que c'est une relation... Moi, j'ai rien à... Je suis pas là pour l'éducation. Je suis là que pour faire des bêtises. Et je m'y emploie, mais très, très bien. Et mon mari passe son temps à dire à son petit-fils, « Fais gaffe, elle est folle, ta grand-mère. » Mais moi, je ne fais que des bêtises et que rire avec cet enfant. Et vous savez la première phrase que j'ai dit quand Constantin est né? J'ai dit, Constantin est né, je peux mourir. Voilà. Et c'est très beau de voir... alors, ça passe par plus... Enfin, c'est assez beau de voir des choses où d'un coup, on se reconnaît dans son petit enfant. Dans son enfant, c'est normal. Mais dans son petit enfant, par exemple, je fais une photo de Constantin que je monte comme ça et les gens me disent « Ah bah ouais, on voit bien que c'est ton petit-fils, c'est le même regard. » C'est juste un instant. Il n'a pas le même regard que moi, mais juste à un instant, il a eu le même regard que moi.
Et pour vous dire mieux, il a le regard de mon père. Parce que moi, j'ai le regard de mon père. Donc, ces choses-là qui se déclinent comme ça, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Non, je vous conseille tous de devenir grands-parents, c'est le panard. Merci. Autre. Même les plus jeunes peuvent parler. Hein. Je voulais te demander si... Ah, il y a une question, pardon, excusez-moi. C'est juste une question, je dirais presque technique. Est-ce que vous aviez l'habitude d'écrire des lettres? Parce qu'il y a eu celle d'Augustin Traquenard, bien sûr. Trapenard, pardon. Traquenard. Moi, Oui, je l'appelle oui. Augustin Traquenard tout le temps. Bah oui, ça m'arrive souvent aussi. Il y a celle que vous aviez écrite à la ministre de la Culture après la... Ah non, c'est pas au ministre de la Culture, c'est au président de la République. Au président de la République, pardon. Si vous voulez, je me la pète, quoi. Je ne crée pas au ministre, moi. Je crée au président. Et puis là, ce livre de lettres, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez pratiqué avant ou quelque chose qui vous est nouveau pour vous aussi, quoi? J'ai toujours aimé écrire des lettres. J'ai toujours aimé... par exemple, j'adore envoyer des cartes postales. Par exemple, vous voyez. Et en fait, pour tout dire, j'ai des cahiers de partout, quoi. J'écris tout. Sur mes cahiers, partout, et depuis très, très longtemps. Mais ça a toujours été quelque chose pour moi. Et puis, l'art épistolaire, c'est quelque chose que j'aime bien, oui. C'est vrai que j'aime bien lire des lettres. Lire des lettres d'auteurs, les lettres de Madame de Sévigné, ou par exemple, là, je vais au Festival de la Correspondance, je vais lire des lettres d'une dame pendant la Révolution française. Ça me plaît, parce que quand une lettre, ça a quelque chose, c'est factuel, ça donne des informations. On raconte ce qu'on est en train de vivre, et à l'intérieur de ce qu'on raconte, de ce qu'on est en train de vivre, hop, il y a quelque chose qui vous échappe et vous faites une digression sur autre chose. Mais un peu comme ça, quoi. Je me dis, si je devais écrire un roman, moi je suis pas un écrivain, faut quand même être clair. Moi j'en connais, j'ai des amis écrivains, je vois comment elles travaillent, c'est un tel boulot, c'est dingo, quoi. Mais vous voyez, si parce que là, je les vois bien, là, ils me tannent un peu, là, ils me disent, alors, vous avez des idées? J'en ai aucune, donc tout va bien. Mais les lettres, voilà. Et puis, c'est comme des instantanés de la situation. Oui, comme comment on appelle ça, là, c'est les photos, là, qui apparaissent d'un coup, là, des polaroïds. Pour moi, une lettre, c'est comme un polaroïd. Hop, ça attrape un instant. Mais là, si vous voulez... Par contre, oui, j'écrivais... Quand il était vivant, j'écrivais beaucoup à mon père. On s'écrivait. Ça, c'est vrai. J'ai gardé toutes les lettres de mon père qui sont très drôles. Heureusement que Madame de Sévigné n'écrivait pas avec un polaroid, parce que tout s'efface avec le temps. Ben ouais, qu'au moins, l'encre sur le papier, ouais, ça reste. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que il y a encore une réaction, Moi, je voulais te demander comme dernière... quelque chose, ah, pardon. Christian. Excusez-moi, Christian, je ne vais pas vous couper la parole. J'étais très marqué par l'image des gens plats, en fait, sans relief, le public, etc. Et on a de plus en plus de relations à l'information, à l'autre, à travers les écrans plats, justement, et en matière de communication, en matière d'information, etc. Et pour moi, vous êtes une incarnation du vivre ensemble à travers ce que vous avez milité dans le cinéma. Et je voulais dire, au sortir de cette période qu'on a traversée, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un mode d'après avec plus de relief, avec les gens qui vont se rencontrer, et notamment à travers le théâtre et puis à travers les mouvements sociaux, quoi. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui va se passer après, en fait, où on ne sera pas dans une société plate, quoi? Alors,
Va falloir se battre beaucoup. Et parce qu'on va nous imposer comme normal maintenant d'être dans une société plate. On va nous dire que, ben, enfin, c'est normal, quoi. On communique comme ça va 2 fois plus vite. Enfin, déjà, c'est mis en place, hein, même dans des entreprises ou des machins comme ça. Les gens ne prennent plus le train pour venir à une réunion. On fait tout ça en Zoom. Donc, c'est très, très vite. Ça s'est très, très, très vite engouffré, quoi. Et il va vraiment falloir, à mon sens, se battre très fort parce que, si vous voulez, le martèlement de l'idéologie, il est tellement fort, il a tellement de moyens puissants pour nous marteler les choses dans la tête que nous, on va être un peu comme des hommes de Cro-Magnon. Mais en même temps, si vous voulez, l'humanité, elle ne peut pas exister sans contact, sans échange. C'est pas possible. Tout le monde, vous avez entendu, tout le monde disait « j'en peux plus, je vais crever de ne pas voir les gens ». Bon, je vous donne un exemple. Les cinémas ont réouvert. Pendant la première semaine, il y avait un monde fou dans les cinoches. Maintenant, il n'y a plus personne. Voilà. Parce que les gens ont déjà pris l'habitude de regarder les choses sur des plateformes ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, c'est en sourdine, ça se fait en douce, c'est sournois, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc, il faut être courageux, c'est-à-dire il faut haut et fort dire, parler. Mais il faut, par contre, il me semble, par rapport aux mouvements sociaux ou des choses comme ça, je pense qu'il faut aujourd'hui trouver une nouvelle manière de s'exprimer. Parce que sinon, ça ne marche plus. C'est ça qui est très compliqué. Regardez les élections, les dernières élections, tout le monde est resté à la maison. Ouais, allez, on a été 30% à aller voter. Tout le monde se dit, oh, c'est pas grave, c'est les régionales, c'est les départementales, on s'en fout, nanana. Oui, mais c'est des habitudes qu'on prend. Et comme on nous présente depuis 1 an et demi, presque 2 ans, qu'on va avoir un combat Macron-Le Pen, tout le monde dit, oh, ça va, c'est pas la peine d'y aller, hein. Or, il y a des tas de gens qui se sont battus pour avoir le droit de vote. Il y a des tas de femmes qui en sont mortes pour avoir le droit de vote. Vous comprenez ? Et quand je vois des filles qui disent « Oh, bah, moi, je vote pas, je sais pas pour qui voter, j'ai envie de les tuer. » C'est juste ça, j'ai juste envie de les tuer. Vous voyez ? C'est vrai que, bon, vivre avec moi, c'est pas toujours facile, quoi. Eh ben, je sais bien. Mais, hein ? Non, elles voteront pas plus, mais elles seront mortes au moins, voilà. Mais je pense que moi, par exemple, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, j'ai besoin énormément de paroles de philosophes, de penseurs, qui nous racontent la société dans laquelle on est. Parce que pour l'instant, on patauge, on ne sait pas la société dans laquelle on est. C'est très, très, très glauque. Et surtout, les gens qui ont une véritable vision, on ne leur donne pas la possibilité d'être entendus, ou pas assez. Et donc, il me semble que, non, je ne dis pas ça parce que c'est lui, mais il me semble que des lieux comme ça, c'est-à-dire des librairies, c'est-à-dire l'endroit du savoir. Que vous le vouliez ou non, une librairie, c'est l'endroit du savoir. Vous pouvez acheter Catherine Bancol, mais vous pouvez aussi acheter Althusser ou je ne sais pas qui, dans le même lieu. T'en as des Catherine Bancol ? Ben voilà, il n'en a pas, lui. Bon, hein, mais bon, raté. Mais il reste Althusser, voilà. Mais vous comprenez, vous savez, il y a une lettre dans laquelle je raconte comment je m'énerve devant la télévision quand je vois des espèces de télé-réalités où on met des gens dans des lieux où on leur fait croire qu'ils vont devenir des modèles, et ils deviennent des modèles pour toute une partie d'une jeune génération. Et après, on fait des émissions où les gens, ils se payent leur mariage en faisant l'émission, on fait venir d'autres gens à leur mariage qui vont critiquer le mariage, et après vous allez aller au mariage de l'autre et vous allez critiquer l'autre. Enfin, mais c'est des comportements, mais enfin, c'est terrible, et c'est ça qu'on voit à la télévision. Donc, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais vous êtes responsable de faire entendre une autre parole. Quitte à ce qu'on vous dise, mais tu nous ennuies, oh là là, un peu de légèreté, oh là là, t'es fatigante ou t'es fatigant à toujours ramener les choses. Mais il faut le faire, parce que sinon, on va tous devenir... Bon, écoutez, parce que si on ne fait pas attention... Tu sais, Pasolini, il disait, on y est dans le néofascisme, ça va vite, ça va très vite. Et on ne s'en rend même pas compte. Et ce qui se passe avec les partis de gauche, tout le monde se fout sur la gueule, où il y a des problèmes d'ego ou de machin comme ça, qui fait qu'on est tous là à se dire, oh,
bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des manifs et que les manifs, ça ne sert plus à rien? Que c'est un mode de fonctionnement qui ne marche plus? Donc ça veut dire qu'il faut chercher, il faut réfléchir. Et c'est pour ça que je dis que j'ai besoin des philosophes, moi. Des philosophes ou des penseurs ou des femmes et des hommes politiques qui ont un vrai discours. Et personnellement, je me sens un peu larguée, je vous le dis sincèrement, quoi. Je me dis, bon, de temps en temps, j'ai des manières de parler, mais ça date de manières de parler des années 70. Tout le monde s'en fout, on est en 2020. Donc, je veux dire, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, il n'a pas du tout vécu ce que j'ai vécu. Sa manière de parler, son langage n'est pas le même. Et moi, je ne comprends pas toujours. Vous voyez, moi, j'ai une fille qui est très branchée rap. Je passe mon temps à lui dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Et parce que c'est un autre vocabulaire. Et c'est un vocabulaire, et en même temps, dans certains... Il y a des rappeurs, c'est des vrais poètes. Et ils racontent une réalité urbaine qui est très importante. Mais nous, tous, qu'on est le rap, non, laisse tomber. Boum, boum, le mec qui chante dans le micro, ça m'emmerde. C'est ce que je dis. Mais j'ai tort, je pense. Pas pour certains, là, c'est des gros veaux, quoi. Mais je pense qu'il y a des choses... vous voyez, faut rester curieux, quoi. Et il faut regarder ce qui se passe. Et je pense que, si vous voulez, les hommes politiques, les femmes et les hommes politiques aujourd'hui en France se sont coupés de la jeunesse, n'écoutent pas. Et l'avenir, c'est la jeunesse quand même, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Les hommes politiques, ils sont coupés de la jeunesse, ils sont coupés de la culture, et nous ne sommes pas obligés de les imiter. Et c'est vrai que ce que dit Ariane, les salles ont été remplies le premier soir, les gens avaient même dormi devant des portes de cinéma, puis elles étaient remplies la première semaine, la deuxième semaine c'est tombé de moitié, la troisième semaine c'est encore tombé de moitié. Voilà, donc je crois qu'il faut rejoindre les salles de cinéma, les théâtres immédiatement, parce que de toute façon c'est là qu'on arrive à... Ben oui, c'est un acte militant. Puis si vous voulez, je vais vous dire sincèrement, si vous voulez vous sauver la vie, il faut que vous fassiez ça, hein, parce que sinon vous n'allez pas vous sauver la vie, vous allez être très malheureux. Hein. C'est tout. Bon, voilà. Eh bien, je crois que nous allons arrêter sur ces... Ben alors ton Rosa Crédit... Ah ben oui, c'est vrai, Rosa Crédit. Ben oui. Oh, qu'est-ce que je fais? Alors, parmi les auteurs de librairie, oui, et... que tu cites, bon, il y en a peu, il y a peu de lecture dans ce livre, non. Mais on sent la lecture, mais pas les auteurs. Mais il y en a une qui est citée 2 ou 3 fois, je crois, c'est Elsa Triolet, et c'est Martine, voilà, ce personnage qui fait l'objet d'un film, enfin ce livre qui fait l'objet d'un film d'Amos Gitaï dans lequel tu as joué, Rosa Crédit. Voilà, je t'ai proposé au débeauté que peut-être le début juste là, tu vois, les 2 premières pages, voilà. Jusqu'à tout début de la page, voilà, juste 1, 2, 3, 4, ici, 5. voilà, hein. Elsa Triolet, je pense que si, pour ceux qui ne la connaissent pas, Elsa Triolet a toujours été présentée comme la femme d'Aragon, ce qu'elle était. Mais Elsa Triolet, c'est une très grande romancière. Et comme elle disait, Aragon m'a fait beaucoup d'ombre. Mais c'est une femme formidable. Il y a de Lily Brick, qui Lily Brick était elle-même la femme de Mayakovsky. Et il y a à Saint-Arnoul, qui est un peu en dehors de Paris, la maison d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. J'ai été élue au conseil d'administration il y a 1 semaine. Et je suis très fière. Et non, mais je vous conseille, si un jour vous allez à Paris, allez voir cette maison, parce que c'est une maison extraordinaire dans laquelle vous verrez des tableaux de tous les peintres, parce qu'ils leur faisaient cadeau comme ça, et des Picasso, enfin, il y avait plein de choses. Et il y a un grand parc. Et il y a aussi des vidéos où vous voyez Elsa parler. Parce qu'on a toujours présenté Elsa Triolet comme une femme froide, un peu castratrice par rapport à l'autre fou qui était quand même Louis Aragon. Hein. Et dans le spectacle que je faisais avec Didier Bezas, qui s'appelait La jeunesse d'aimer, il y aura La jeunesse d'aimer, exactement. Ce sont des textes entre Louis Aragon et Elsa Triolet. Et il y a une lettre d'Elsa Triolet qui est incroyable, que je pense que toutes les femmes peuvent dire à leur mari.
c'est une lettre qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, où elle dit qu'elle n'en peut plus. Où elle lui dit, je pense que si je mourais, c'est toi qui mourrais. C'est-à-dire que ma mort, ce serait la tienne. Encore une fois, on parlerait que de toi. Et que tu prends tout à ton compte. C'est une lettre magnifique, extrêmement bien écrite, que j'ai fait lire à mon mari tout de suite quand on me l'a donnée. Et qui m'a dit, je comprends pas, pourquoi tu me montres ça? et il compte... Hein? Mais tu lui demanderas, il te le dira, tu verras. Et il te dira, je m'en rappelle même pas. Et ah ouais, t'as montré ça? Je sais pas, je m'en rappelle pas. Et voilà. Et j'aime fondamentalement, j'aime profondément Elsa Triolet. Voilà. Alors ce livre, ça s'appelle Rose à crédit. Oui, alors elle s'appelle Martine, l'héroïne s'appelle Martine. Rose à crédit, ça fait partie de un moment dans l'écriture d'Elsa Triolet qui s'appelle L'âge de Nylon. C'est des romans qu'elle écrit dans les années 50. Et ce roman-là, il est formidable parce qu'il raconte l'histoire d'une gamine qui commence dans la boue, hein, on peut pratiquement dire ça, avec les rats et tout, et qui est obsédée, très vite, elle va être obsédée par la propreté. Et elle va devenir esthéticienne. Et en même temps, elle est amoureuse depuis qu'elle est petite d'un gars dans leur bled, là, qui fait partie d'une famille d'horticulteurs, ils font des roses. Et elle va arriver à l'épouser, alors que c'est pas si simple, elle devient esthéticienne, elle est sur les Champs-Élysées et tout. Et c'est le temps, dans les années 50, où d'un coup, il arrive le crédit. On peut acheter des choses à crédit. Et elle va tout acheter à crédit. Et elle va foutre sa vie en l'air. Et elle va finir où elle a commencé. C'est un livre absolument formidable parce que je trouve que c'est un livre aujourd'hui qui est toujours d'une actualité incroyable, des gens qui font des crédits, qui se retrouvent dans des états qui sont liés, quoi, qui sont en fait leur liberté n'existe plus parce qu'il y a ce truc de crédit, quoi. Et oui, ils sont complètement entravés, enchaînés par les crédits et nous sommes dans des temps qui sont des temps de telle représentation où il faut avoir cette voiture, où il faut absolument partir en vacances à l'étranger parce que sinon c'est pas intéressant, avec des voyages qui coûtent la peau des fesses, alors qu'on peut, je sais rien, enfin moi, bon voilà. Le confinement fait qu'on passe nos vacances en France et on se rend compte que c'est pas si mal que ça. Hein, il y a des régions en France qui sont extrêmement belles, mais si vous voulez, il y a comme ça des choses, il faut avoir vu ça, il faut avoir acheté ça, il faut être allé là, et pour se payer, il faut faire un mariage dans un château, sinon c'est pas la peine de se marier, et donc on paye des sommes dingos pour un jour où on a mal aux pieds pendant toute la journée parce que on a des pompes de mariage auxquelles, vous voyez, c'est fou, quoi. Où on n'est pas heureux parce qu'il faut parler à tout le monde, parce qu'il y a tout le monde, il y a quelqu'un qui se plaint que la tente elle est tombée ou que, enfin, j'en sais rien, il y a toujours un truc. Et on s'entrave en permanence, quoi. C'est fou. Ça ne veut pas dire pour ça de revenir, voyez, à l'âge de pierre, pas du tout. Je suis pas du tout comme ça en plus, moi. Je déteste. Vous savez, j'ai été scout pendant des années, donc je déteste ça. Je déteste pique-niquer. J'ai horreur de ça. Mais revenir à des choses qui ont forme humaine, c'est juste ça. Bon, allez, je vous lis ça. C'était cette mauvaise heure crépusculaire où avant la nuit aveugle, on voit mal, on voit faux. Le camion arrêté dans une petite route, au fond d'un silence froid, cotonneux et humide, penché du côté d'un fantôme de cabane. Le crépuscule salissait le ciel, le chemin défoncé et ses flaques d'eau, les vagues d'une palissade et une haie de broussailles finement entremêlées comme des cheveux gris enroulés sur les dents d'un peigne. Derrière, un gros chien, broussailleux lui aussi, de race indécise, traînait sa chaîne avec un bruit solitaire. Son long poil était collé par la boue du terrain, une boue tenace où l'on distinguait la pointe d'un sabot d'enfant englué.
Cette boue retenait aussi une roue de bicyclette sans pneus, un seau, un pot de chambre, d'autres choses indistinctes. Au fond, la cabane, comme une grande caisse vieille et sale, un assemblage de planches à échardes clouées ensemble. Et il n'y avait pas de lumière dans la fenêtre aux vitres étrangement intactes pour cet univers brisé. Il aurait été grand temps d'allumer les feux arrière du camion que la nuit finissait d'effacer sur son tableau noir, mais le siège du camion était vide. La seule chose vivante ici était la fumée, couleur de crépuscule, qui s'échappait d'un tuyau piqué dans le toit de la cabane en tôle mangée de rouille. Les 6 gosses apparurent au tournant venant de la nationale. Ils parlaient à voix basse. « Il est encore là ? Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Il est long alors, celui-là. Tu as vu le numéro du camion ? Connais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On va pas s'appuyer tout le chemin et retour. Ta gueule, moi je m'en vais. » Une petite silhouette se détacha, rebroussa chemin. Les 5 autres continuèrent, traversèrent la haie. Tout de suite derrière, il y avait une sorte d'appentis où étaient entassés bûches et fagots, et l'on pouvait s'y cacher de façon à ne pas être vu de la maison. Le chien essaya de japper, reçut une tape et se contenta de distribuer des coups de langue dans un cliquetis de chaînes sur des pierres invisibles. Sans souffler mot, les gosses s'installèrent sur une poutre, comme des oiseaux sur un fil téléphonique. Il faisait nuit noire quand la porte de la cabane s'ouvrit et un pas d'homme se dirigea lourdement vers le camion. Les phares, ils découvrirent les pierres du chemin, la boue, les flaques d'eau. Le camion démarra dans un grand bruit, emmenant ses feux arrière sans que les gosses aient pu voir le conducteur. Le silence se referma sur le tintamarre comme l'eau sur une pierre. Les gosses ne bougeaient toujours pas. Il passa un bon temps avant que la fenêtre ne s'éclairât et que, sur le pas de la porte, n'apparut la mère, Marie Peigné, née Vénin. « Amenez-vous » cria-t-elle dans le noir. « Vous allez attraper la crève !» Ils sortirent de derrière les fagots. Marie les comptait au fur et à mesure qu'ils passaient la porte. 1, 2, 3, 4, 5. C'est encore Martine qui manque. Elle veut ma mort, cette garce. Lisez la suite. Merci. Donc Ariane signera son livre là, dans le fauteuil gris, au fond de la salle. Tout est préparé. Merci à tous et bon dimanche. It brings a tear into my eyes when I begin to realize. C'était Ariane Ascaride à la librairie Ombre Blanche, dimanche 4 juillet 2021, à l'occasion du Marathon des mots, pour la présentation de son livre « Bonjour pas, lettre au fantôme de mon père » au Seuil Éditions. Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.